Maintenant, Gunther, donc nous avons le plaisir donc, de l'accueillir. Gunther, vous êtes né à Anvers, en Belgique. Vous avez une formation licence en sciences économiques à l'université d'Anvers. Vous avez aussi un master en business administration à l'INSEAD de Fontainebleau. Véritable entrepreneur, 10 entreprises à votre actif, 2 échecs, c'est ce que vous avez souhaité souligner tout à l'heure lorsque nous avons échangé, car l'échec, c'est le chemin du succès, c'est le chemin aussi, le parcours que tout dirigeant doit aussi poursuivre. Donc, votre actif le plus notoire, c'est quand même EcoVert, qui a été révélateur pour tout, pour un grand changement pour vous. Vous êtes membre du Club de Rome et surtout initiateur de la fondation ZERI, comme Zero Emissions Research and Initiatives. Vous avez 6 enfants, vous nous impressionnez, Gunther. Vous avez aussi de nombreux ouvrages. Vous nous avez donc de nombreux ouvrages, dont L'économie bleue, 10 ans sans innovation, 100 millions d'emplois. Il y a une édition plus récente que vous avez éditée en Asie, je crois, ou en Inde, que je vous invite évidemment à vous procurer. Vous avez néanmoins également écrit des fables éducatives, car c'est ce qui fait la particularité de Gunther. Gunther fréquente des chefs d'État et de grands patrons, mais il sait également être à l'écoute des jeunes. C'est ainsi que vous avez souhaité mener cet après-midi des ateliers avec des jeunes, dont nous vous proposons de découvrir quelques images. Cet atelier a pour titre « 1 heure pour changer le monde ». Alors, des livres, comment on fait des livres avec le bambou? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe du bois, on coupe... De quoi faites-vous le papier? Des arbres. Vous aimez bien couper les arbres pour faire du papier? Vous pensez... Mais vous pensez que c'est une bonne idée de couper les arbres? Les arbres sont là pour qu'on respire l'oxygène. Très bien, et quoi encore? Ça s'est fait avec des pierres. On a moulu les pierres. Si tu mets une pierre dans la machine, bah, je pense que ta machine en moins de 2, elle va exploser. Moi, je fais du papier avec des pierres. Quoi? Je n'utilise pas d'eau. Les plastiques, qu'est-ce que vous faites avec les plastiques? Jouer. Vous prenez les bouteilles plastiques, vous utilisez les bouteilles plastiques combien de fois? Une fois. Tous les jours. Vous avez des pierres sur les plages? Oui, des fois. Nous sommes d'accord qu'on peut faire papier avec des... Et avec... Sans eau. Il faut bien prendre conscience que vous savez que vos parents pensent que c'est une folie. Je n'ai pas de secret. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes avec les bouteilles plastiques? Oui ou non? Il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on a besoin de vous toutes et tous, pour que vous mainteniez votre fantaisie. Parce qu'il faut s'imaginer des choses que les parents ne peuvent pas s'imaginer. Alors, quand à moi on me dit « vous êtes fou », je suis content. Je suis fier. Ah oui, je suis un fou. Ah oui, parce que je ne fais que des projets que les autres pensent que sont des projets fous. Alors, merci à vous. Voilà, on peut l'applaudir pour cette initiative, Gunther. Je vous invite à prendre le relais, nous présenter votre concept de l'économie bleue qui va, on s'en doute bien nous inspirer. Merci, Gunther. Merci à vous. Alors là, il faut faire un petit changement de décor afin que tout se passe bien. Vous avez le contact déjà, mes chers amis, au contrôle. Vous avez des images. Alors, ça va? Ben voilà, on est parti. Merci. Ouf. Oui, toujours, ça fait du bien, vous savez, quand finalement, ce qu'on a préparé. Content d'être avec vous. Merci de venir. Merci mille fois de venir.
Je dois remercier mon cher ami Charles parce qu'il m'a obligé de faire le petit détour entre Hanoï et le Vietnam et le Japon. Mais alors le petit tour, le détour pour la Bretagne, c'est rien du tout. C'est avec plaisir que je vous rejoins. C'est pas la première fois que je viens en Bretagne, hein, c'est déjà la 4e fois. Alors je reviens avec plaisir. Je reviens avec plaisir parce que je crois qu'il est important que nous nous imaginons des choses qui ne sont pas seulement nouveaux, qui ne sont pas seulement concurrentielles, compétitives, mais nous imaginons des choses qui font du bien. Et on se sent bien de le faire. Je crois que le bonheur est quelque chose qu'on a perdu dans les affaires. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que je démarre toujours mes conférences avec la petite histoire de l'entreprise que je croyais qu'était la première entreprise écologique de l'Europe, peut-être même du monde, parce que je produisais une détergence biodégradable. Pas seulement biodégradable, une détergence en provenance des matières premières renouvelables. Alors, c'est l'économie circulaire déjà, ou presque. En plus, fabriquée dans une usine faite de bois, avec la plus grande pelouse du monde sur le toit. C'était l'entreprise qui fabriquait la détergence. Et mon objectif était vraiment de faire la preuve que j'étais capable de faire la concurrence contre Procter, Henkel et Unilever. Et je les ai arrachés 3% de part de marché sans faire de pub, sans faire la publicité. Vous imaginez, pour eux, c'était un miracle. C'est une fantaisie parce que normalement, quand il y a quelqu'un qui prend une part de marché, ils changent leur mix de marketing afin qu'on reprend le marché. Mais je ne faisais pas de la publicité. Alors, on ne veut pas réagir. Vous connaissez l'histoire de David contre Goliath? Qui a gagné? David. Pourquoi est-ce que David a gagné? Parce qu'il a changé les règles de jeu. Plus encore, il a changé les règles de jeu sans informer Goliath. Et c'est pour moi l'économie de futur. C'est de changer les règles de jeu de telle manière que vous pouvez vraiment prendre, pas le marché mondial, mais des parts de marché, quand même 3% de parts de marché pour moi en Belgique, et pour l'Europe, ça reprenait déjà 100 millions d'euros. Aujourd'hui, l'entreprise est une entreprise de plus de 100 millions d'euros. Mais, quand moi je suis arrivé à Kalimantan, en Indonésie, à l'invitation du gouvernement indonésien, comme j'étais le grand acheteur de l'huile de palme, bien, vous comprenez, j'étais le grand acheteur de l'huile de palme, et pour pouvoir répondre à mes besoins et les besoins de mes copycats Procter, Henkel et Unilever, on a dû détruire plus d'1 million d'hectares de forêt tropicale. C'est-à-dire, quand je débarquais à Kalimantan, je me suis rendu compte que je suis le responsable de la destruction du forêt tropicale et de l'habitat de l'orang-outan. C'est pour ça qu'il est là. Imaginez-vous un Allemand qui vous dit « Ich habe es nicht gewusst ». Je ne le savais pas. Ah oui, mais le moment que vous le savez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est le moment où moi j'ai décidé de changer les affaires. Le monde des affaires, je me suis retiré de l'entreprise, j'ai claqué les portes, ils ont claqué aussi, hein. On claque les portes et on a dit, il faut que je m'imagine cette nouvelle industrie. Mon premier projet, mon tout premier projet, était de monter une nouvelle industrie de la détergence. Je ne recevrai aucune réponse de nulle part, sauf les Brésiliens. Parce que les Brésiliens, à l'époque, étaient déjà en train d'exporter par bateau le jus d'orange. Et je me suis dit, s'ils font presser le jus d'orange, ils vont avoir les déchets de jus d'orange. Et là-dedans, vous trouvez le Delimonene. Et avec le Delimonene, mais aujourd'hui, il y a 8 usines de la détergence sur Delimonene au Brésil. L'Espagne, l'Italie, le Maroc ne m'a pas suivi. Pourquoi?
Je crois que le problème que nous avons est un problème de malcompréhension, comment nous nous sommes développés. Ben, vous connaissez ça, hein? Mais peut-être que vous ne le savez pas, c'est que quand l'homme a décidé de passer de 4 pattes à 2 pattes, à ce moment-là, l'homme a décidé de prendre un grand risque. Parce que sur 4 pattes, on est plus stable et on est plus rapide. Mais quelle est la raison pour laquelle on était prêt de prendre le risque? C'est parce que quand on a les 2 mains libres et qu'on a un sac, on peut prendre avec soi 15 fois plus qu'on mange le jour. C'est-à-dire, on arrive à la maison avec de la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à la maison avec la nourriture? Les enfants vous aiment. Bienvenue, papa. Merci, papa. Le papa a pris le risque et aujourd'hui, grâce à la comparaison de plus de 1000 squelettes de 4 millions à 2 millions d'années, nous savons que le développement du cerveau humain est passé avant tout par le développement de la partie émotionnelle du cerveau. La partie émotionnelle. Et c'est grâce au développement émotionnel, les expériences émotionnelles, que nous nous sommes développés comme êtres humains. Ce n'est pas la motorique, ce n'était pas l'intelligence ni la langue qui est venue avant, c'est l'expérience émotionnelle. Prendre le risque, c'est-à-dire être entrepreneur. D'entreprendre, prendre des risques, mais savoir que le bonheur et le plaisir de réussir est quelque chose d'important dans la vie. Comme ma fille, Chido, elle a maintenant 29 ans. Oui, elle est de Zimbabwe. Quand ma fille visite des villages au Zimbabwe, ici à Chipinge, la région de café au Zimbabwe, quand elle arrive, elle explique aux femmes qui ne gagnent qu'1 dollar, 1 euro. Oui, aujourd'hui, le dollar et l'euro, c'est la même chose, hein, presque. Quand ils ne gagnent qu'1 dollar par jour, et elle explique à cette femme que les déchets de la ferme de café, les déchets du café peuvent être utilisés pour faire pousser des champignons, les femmes se lèvent, les femmes chantent, les femmes dansent et ils le font. Elles le font. C'est-à-dire que 2, 3, 4 semaines après, ils ont les champignons qui poussent sur les déchets. Et qu'est-ce qu'on fait en Europe? On a besoin d'un plan d'affaires, un business plan. On a le Excel spreadsheet. On a quand même des comités pour analyser la technicité et la viabilité. On monte des commissions, des projets pilotes. Et on en parle, et on en parle, et on bavarde, et on ne fait rien. Le mal de l'Europe pour moi, c'est qu'on ne fait plus rien, on parle. C'est bien de parler avec un petit café avec ses amis. Mais entre-temps, nous avons un chômage qui est trop élevé, il y a trop de pauvreté, et on dit qu'il y a trop d'émigrés. Alors j'aimerais bien vous dire que la mentalité doit changer. Oui, en effet, la mentalité doit changer parce que déjà aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la chimie du café. En résumé, qu'est-ce qu'on peut faire avec le café? Bien, en résumé, le café, on va le compléter. Allez. Avec le café, avant tout, on prend le café. Mais le café que vous prenez aujourd'hui ne représente dans votre ingestion de cette tasse de café que 0,2% de la biomasse. 99,8%, ce sont des déchets. On les utilise avant tout pour faire pousser des champignons. Il y a plus de 3000 entreprises déjà dans le monde entier qui le font. On a démarré avec une entreprise Zimbabwe, on est aujourd'hui à 3000. Et chaque jour, il y a une nouvelle entreprise qui se crée. Deuxièmement, les déchets, après collecte des champignons, les déchets sont utilisés comme nourriture pour les poules. Et si vous n'avez pas de poules à la maison, peut-être que vous avez un chien ou un chien, il mange aussi. C'est-à-dire que nous avons, au lieu d'avoir l'économie du café, on a l'économie du café, des champignons et de la nourriture pour
les animaux. Troisièmement, aujourd'hui, on utilise le café sur tous les déchets industriels du Nescafé, le café instantané. On utilise les déchets pour les rajouter au textile. Et on l'utilise au textile, on va les mouler à 5 microns, 3, 4, 5 microns, et on les mélange dans le textile. Pourquoi? Parce que si vous avez un textile avec le café absorbe les odeurs du corps. Ah, c'est un bon marché, vous savez, ça se vend. Aujourd'hui, Patagonia, vous connaissez peut-être l'entreprise Patagonia, utilise déjà le système café. Ça veut dire que dans chaque veste, il y a déjà 6% de café. Nous le mettons aujourd'hui, le café, aussi dans les moquettes. On le met dans le polyuréthane qui est installé dans les voitures, le polyuréthane qui est utilisé comme insulation pour le réfrigérateur. On utilise 20% de café. Et aujourd'hui, on utilise le café dans la peinture parce que le café a la grande capacité de protéger la peinture contre ultraviolette. Vous connaissez le café? Ça, c'est le café d'aujourd'hui. C'est une nouvelle industrie. C'est une nouvelle industrie qui donne des grandes opportunités pour des entrepreneurs. Il n'y a aucune de ces entreprises et de ces innovations que je mentionne, sauf la cultivation de champignons, qui s'est réalisée en Europe. Où sont les entrepreneurs européens? Où est-ce qu'ils sont? Nous avons perdu. C'est trop confortable. Nous sommes trop à l'aise. On n'a pas de défi. Mais non. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, en Colombie, avec la Fédération de Cafeteros Colombianos, c'est-à-dire la coopérative des cultivateurs de café en Colombie, nous avons monté l'industrie textile. Et on nous avait dit qu'il n'y a pas de futur pour le textile en Colombie, parce que c'est Bangladesh qui va prendre le marché, mais Bangladesh n'a pas de café. Et si, comme ils n'ont pas de café, nous sommes capables de faire fabriquer toute la filière intégrée du textile, des vêtements en Colombie, qui nous a même permis de faire venir Patagonia pour fabriquer en Colombie. 5000 emplois. Bon. Grâce à quoi? Au café. Cette transversalité, cette capacité de faire intégrer des produits. Mais nous parlons maintenant d'un produit de café qui nous a donné quelle opportunité? Le café aujourd'hui génère 6 fois plus de valeur ajoutée. L'économie a besoin de quoi? L'économie a besoin de la création de valeur ajoutée. Et le café le fait d'une manière extraordinaire. Pour le faire, on a besoin des menteurs, on a besoin des gens qui nous inspirent, on a besoin des scientifiques. C'est-à-dire que j'ai le grand avantage d'avoir à côté de moi plus ou moins 3000 scientifiques qui m'aident, qui m'orientent, qui me lancent le défi, qui me disent que j'ai tort. C'est important. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui me dise que vous avez tort. C'est pas vrai. Comme ça, on peut débattre. Mais ce qui est important, c'est qu'à côté de ce groupe de scientifiques, j'ai un groupe de plus ou moins 850 personnes qui sont des gens qui font les choses. En anglais, je dis, j'ai le think tank and the do tank. Penser et faire, au même moment, en parallèle. Et ça, c'est une innovation dans notre approche qui est assez intéressante. Deuxièmement, je fais la chimie des algues. Ah oui, les algues, vous connaissez les algues? Ah oui, vous avez quand même aussi un centre de recherche des algues chez vous. Vous le travaillez bien. Alors, je vous montre mon dernier projet avec Novotel. Vous ne travaillez pas avec Novotel pour les algues. Moi, oui. Ça, c'est à Bangkok. C'est le toit du Novotel à Bangkok. Et le Novotel de Bangkok, ils ont un excès de CO2. Vous connaissez le problème, non? Alors, l'excès de CO2 est dû à l'air conditioning. C'est-à-dire que contrôle climat, voilà, il y a trop d'émissions. Alors, les émissions du Novotel, le CO2, est utilisé pour la cultivation des algues, la spiruline. Nous produisons 150 kg de spiruline sur le toit de Novotel, afin que le petit déjeuner, le Novotel, puisse servir le smoothie spirulina.
Eh bien, les clients ne connaissent pas très bien le spirulina smoothie, alors on a un peu excédent de spiruline, alors on le met dans le spaghetti. Parce que les restaurants chez Novotel ont en général une petite machine pour faire le spaghetti frais. Alors les pâtes fraîches, c'est une bonne négoce, on y met la spiruline. Et si les clients n'ont pas assez mangé les pâtes avec spiruline, eh bien c'est un projet social et on le vend sur le marché local. Si vous n'êtes pas obligé de sécher la spiruline, vous avez un coût de revient de moins d'$1 par kilo. Ça veut dire que ce qu'on nous sommes capables de vendre pour le fameux homme d'affaires qui aime bien être en forme pour la journée, il paye 5 euros pour 6 grammes de spiruline. Vous faites le calcul avec moi? Vous faites le calcul avec moi? Le petit déjeuner chez Novotel Bangkok, on fait la promotion de spiruline. Parce qu'avec un tel prix qu'on reçoit, ça vaut la peine. Pour le fameux Food and Beverage Manager, ça c'est l'affaire. Et je crois qu'il faut quand même se rendre compte que c'est fait sur le toit. C'est-à-dire que je n'ai besoin d'aucun espace additionnel. L'investissement que vous voyez, vous le croyez cher? Ça vous paraît quelque chose d'extrêmement cher? C'est la simplicité qui est vraiment l'innovation. Nous sommes sur le plan de le faire avec plus de 500 hôtels en Asie. Pourquoi pas chez vous? Pourquoi pas? Je me demande. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Oui, le programme nos programmes de champignons, on est à 3000 entreprises. La majorité est en Afrique. La majorité est en Afrique. Parce qu'il y a un vrai besoin d'une bonne nourriture. La spiruline, ma vision est que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, on aura 10 000 hôtels dans le monde entier qui, sur le toit, font pousser. Et tout le monde qui voyage, enfin, a accès à le smoothie spiruline fraîche le matin. Vous savez que nous devons reconstruire notre économie dès de la base, à partir de la base. Nous devons reconstruire, repenser. Et je vais vous montrer un projet qui n'est pas encore réalisé, mais qui sera présenté d'ici un mois à Berlin. Enfin, un projet européen. Oui, je parle de la base. À partir de la base. Oui, vous savez, j'ai 6 enfants. Alors, je me sens mal à l'aise avec le volume de ces couches-culottes que quand même mes enfants ont utilisées. Je vous assure que c'était bio, je vous assure que c'était recyclable, mais je vous assure que presque tout est arrivé à la poubelle. La poubelle, vous savez où ça va. Alors, je me suis dit, fini. Je lance le défi. Charles m'accompagne, mais je lance le défi et je démarre à Berlin. Pourquoi Berlin? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a une bonne équipe sur place dont je parle par après. Il y a 109 434 bébés qui portent des couches-culottes à Berlin. D'où vient cette information? De Procter & Gamble. Procter sait exactement combien de culottes on utilise pour ça. Il gagne tant d'argent, il ne veut pas quand même perdre une culotte. Alors je démarre avec les culottes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les laver? Non, ça ne fonctionne pas. Mais quand même, il faut se rendre compte que les 109 000 bébés produisent tant de culottes, couches-culottes, qu'on a besoin de 125 000 camions pour les transporter. C'est une folie. Qui est responsable du dessin de cet excédent de notre économie, de notre société de consommation? C'est quand même un excédent. C'est exagéré. Alors moi, j'ai toujours une réflexion très simple. Il y a tant de choses qu'on peut critiquer, d'accord. Mais quelles sont les solutions? Il faut des solutions. Alors la solution pratique, ah oui, en France, 700 000 bébés, hein, vous pouvez faire le calcul. Oui, vous ne faites pas autant de bébés que les Allemands. Ah non, ce ne sont pas les Allemands, ce sont les émigrés en Allemagne qui le font. Mais un bébé dans sa vie produit plus ou moins 3000 litres de solide et de liquide,
qui sera transporté pas par toilette, mais pas par la déchasse toilette, mais par les couches-culottes. Alors, ce que nous faisons, c'est que les couches-culottes sont offertes gratuitement. Les parents reçoivent les couches-culottes gratuitement à condition qu'ils nous livrent les couches-culottes utilisées. Le samedi matin, entre 9h et 10h, tout le monde arrive avec les couches-culottes utilisées. Ils reçoivent des couches-culottes fraîches. Pas lavées, ce sont des vrais. Et quel est nous utilisons ça pour le mélanger avec des déchets de l'agriculture, des déchets bio, pour en faire du terra preta. Vous connaissez terra preta? La terre noire. La terre noire qui est une fertilité exagérée. C'était la condition traditionnelle dans l'Amazonie pour pouvoir faire l'agriculture. Même les Vikings l'ont utilisée. Cette terre est un mélange entre excréments humains, le charbon végétal, les déchets bio. Ils sont fermentés avec des bactéries et des fungi, des cèpes. Et après 6 mois, vous avez une terre qui est une terre extrêmement productive. C'est prouvé, ça fonctionne. Et avec ça, on va planter des arbres fruitiers. C'est-à-dire que chaque bébé produit autant de déchets qu'à la fin de l'année, nous sommes capables de planter, de s'aimer 1000 arbres fruitiers. Vous savez, chaque bébé, 1000 arbres. 109 000 bébés, 109 millions d'arbres. Il n'y a pas assez de place dans votre jardin pour le faire. Alors on a besoin d'un accord avec le gouvernement qui nous arrange quand même un peu d'espace. Le maire de Berlin a décidé qu'il me réserve l'espace. Sur 25 ans, c'est quand même 2,5 milliards d'arbres fruitiers. C'est une génération. Et chaque arbre produira 50 kilos de fruits. Nous parlons de 50 millions de tonnes de fruits autour de Berlin grâce au pipi hippopo des bébés. On change l'économie. Ça, c'est ce que j'appelle transformation radicale de l'économie. Je déclare la guerre contre quoi? Le gaspillage des matières premières. Mais c'est facile de l'implémenter. Le projet, je n'entre pas dans tous les détails, nous permet quand même de prendre le marché dans l'immédiat, de faire un projet qui est un projet très circulaire, mais pour chaque 100 familles, pour chaque 100 bébés, nous créons 4 emplois. C'est-à-dire pour Berlin, la transformation des déchets des couches-culottes en arbres fruitiers nous donne 4 000 emplois. La création de 4 000 emplois sans subside. On n'a pas besoin de subsides. Ça se finance avec quoi? Ça ne se finance pas avec la vente des couches-culottes, ça se finance avec la vente de l'arbre de fruits pour 5 €. Un arbre de 2 ans sera vendu pour 5 €, ça vous donne pour 100 familles, ça vous donne 500 millions d'euros, demi-million d'euros. Vous êtes intéressé dans l'affaire? Ça vous paraît difficile? On a besoin d'une grande technologie? Pas du tout. Je crois que ce qu'il est important de montrer avec cet exemple, que nous sommes capables de transformer. Ici, vous voyez les premiers arbres plantés à Berlin. Vous imaginez, il n'y a pas assez d'avenues à Berlin pour planter les 2,45 millions d'arbres. Mais quelle opportunité de reprendre cette opportunité. Entre-temps, je vous avoue que lundi matin, j'ai rendez-vous à Paris. Oui, pourquoi pas à Paris? Je crois qu'avec le nombre de bébés à Paris, alors là, on est parti.
À combien se vendra la couche-culotte? Je vous l'ai dit, 0. Quelle est ma force concurrentielle contre Procter & Gamble, contre Kimberly-Clark? Moi, je le vends pour 0, ils le vendent pour 3 500 € par an. Quelle est mon part de marché d'ici un an? Quelle est mon part de marché? C'est ça la concurrence, David contre Goliath. Et c'est un système. Et quel est le grand bénéfice pour la localité où on fait le projet? C'est qu'on est en train de créer la communauté. Parce que les 100 familles se connaissent entre elles. Finalement, on peut faire connaissance avec les 100 autres bébés autour. Finalement, on peut faire connaissance parce que cette société d'Internet, ou même quand on prend le petit déjeuner, on regarde son iPhone, c'est une société où la communication est devenue très difficile. L'équipe est dirigée par une petite japonaise, Ayumi Matsuzaka, je crois qu'elle a 1,52 m. C'est la taille idéale pour faire la concurrence avec Procter. Ce sont les ninjas. Vous connaissez quand même aussi les ninjas, non? Mes enfants sont fascinés avec les ninjas, alors on fait la bataille des ninjas avec les couches-culottes. Il faut quand même s'amuser un peu dans la vie, hein? On se prend trop au sérieux. Les affaires, c'est intéressant. L'économie verte, une économie pour laquelle je me suis battu durant 30 années, est une économie qui a des grandes promesses, mais malheureusement, aujourd'hui, tout ce qui est bon pour vous et tout ce qui est bon pour la nature est cher. Tout ce qui est mal pour vous, tout ce qui est mal pour la nature est bon marché. Qui a inventé ce système-là? Je ne suis pas d'accord avec ce système. Il faut changer ce modèle économique, mais un modèle économique où je suis capable de générer des plus-values et où mon objectif n'est plus seulement de réduire les coûts. Cette obsession économique durant 50 années pour toujours produire moins cher, avec des économies d'échelle plus grandes, c'est une économie qui n'est pas capable de répondre aux besoins de la société, ni en emploi, ni en ses produits de base. Quand il y a plus de 45% de la population mondiale doit survivre avec 3,5 $ par jour, je crois qu'il faut reconnaître qu'on peut faire mieux. On peut, il faut faire mieux. C'est pour ça que l'économie bleue, et bien entendu, chez vous, ce n'est pas l'économie bleue, hein, chez vous, c'est l'économie glace. Ah oui, vous n'êtes pas obligé d'adopter le mot bleu, hein. Ce qui m'intéresse, c'est que vous faites les couches-culottes et les arbres. Si vous l'appelez glace ou bleu, ça m'est tout à fait égal. Mais quand même, l'équipe de football de la France, ce sont les bleus, hein. Mais bon, vous êtes breton, peut-être que c'est pas si... Innovation concurrentielle. Alors, la grande innovation de notre modèle, c'est qu'on est capable d'augmenter la compétitivité et au même moment générer des emplois. Mais pas quelques emplois. Après 6 ans de travail, nous avons réalisé presque 200 projets. Nous avons mobilisé 4 milliards d'investissements. Nous avons créé 3 millions de jobs. Et nous sommes à peine en train de commencer. Je crois que l'opportunité est telle que nous sommes capables de vraiment faire la transformation dont nous avons besoin. Mais il y a un autre élément qui est très important que j'ai évoqué au débat de ma présentation, c'est l'éthique. Le moment où vous savez que vous faites du mal, vous ne pouvez pas continuer. Il faut changer. L'éthique fait partie du modèle. Mais comme vous êtes à côté de la mer et comme quand même vous pêchez autant, je vous demande si de temps en temps vous avez mangé du caviar.
j'avoue. Et vous? Vous avez une fois dans la vie mangé de caviar? Oui, je crois bien. Eh bien, ces petites... ouais, ce sont les Suédois, hein. Les Suédois le mangent comme ça. Quel est le problème du caviar? Le problème caviar, c'est qu'on est obligé de pêcher les femelles avec des œufs. Comment voulez-vous qu'il y ait encore des poissons dans le futur si vous prenez les poissons femelles avec les œufs, vous les tuez et vous mangez les œufs? Je ne comprends pas. Ce sont des barbares. Imaginez-vous qu'il y a une vache, et la vache attend d'ici 2 semaines son bébé, et le paysan l'amène à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est inacceptable. Mais oui, quand ça, sur 4 pattes, ça va, mais quand ça dans la rivière, non. Et je crois que ce qui est important, que nous commençons à redéfinir cette grande proverbe chinoise. Si vous donnez à un homme un poisson, il n'aura pas faim pour une journée. Si vous l'enseignez de pêcher, il surpêchera. Il n'y aura plus un poisson dans les mers. Ça, c'est le problème. Parce que nous avons cette habitude de prendre tout, y inclut les femelles. Alors, j'ai lancé une initiative en collaboration aujourd'hui avec le Portugal, le Maroc et l'Indonésie, pour pêcher comme font les dauphins, avec des bulles d'air. Vous savez que les dauphins, ils font pêcher, ils ramassent les poissons en lâchant des bulles d'air. Aussi les baleines le font comme ça. Ils sont plus intelligents, ils le font depuis 1 million d'années. Nous sommes en train de pêcher plus ou moins 6000 ans. Alors on n'a pas l'habitude comme eux. Hein. On a besoin des mécaniques un peu plus barbares. Mais la pêche avec les bulles a été prouvée. Pourquoi est-ce que les dauphins pêchent avec les bulles d'air? Parce que les femelles avec les œufs sont plus lourdes et elles passent par les bulles. Et les poissons qui sont plus légers montent à la surface où les dauphins peuvent les manger. C'est-à-dire, c'est une stratégie pour laisser libres les femelles qui sont en train de préparer le dîner de l'année prochaine. Nous ne sommes pas encore aussi intelligents. Hein. Il nous manque un peu, mais grâce à des ingénieurs français, on a développé un nouveau bateau. Un bateau qui n'a pas du tout la forme, la géométrie d'un bateau de pêche traditionnel. C'est un bateau qui est un catamaran. Parce que le catamaran de 26 mètres et demi, au centre, a une possibilité d'une ouverture de 15 mètres pour descendre des tubes, et ces tubes, avec des compresseurs, vont produire les bulles afin que les pêches montent. Et on les ramasse avec un aspirateur, on le met dans une eau à 4 degrés, et les poissons à 4 degrés se mettent en hibernation. Et on les passe par une machine qui s'appelle la échographie. Oui, comme peut-être vous, madame, vous avez passé pour savoir si le bébé est un garçon ou une fille. Alors on utilise la même technologie pour voir si c'est une femelle qui a des œufs. Et si c'est une femelle qui a des œufs, rejette dans l'océan. C'est logique, non? J'ai aucun appui de l'Union européenne parce que l'Europe doit se mettre d'accord sur des quotas. Et on n'est pas intéressé dans de nouvelles technologies parce que le secteur est déjà en crise et en plus la majorité des pêcheurs pensent qu'il n'y a pas de futur. Et s'il y aura un futur, ce sera un futur beaucoup plus limité. Le gouvernement indonésien
un gouvernement qui a quand même la responsabilité de 17 000 îles en Indonésie a décidé d'adopter cette technologie. Et les premiers bateaux seront livrés au Maroc à Agadir. 13 bateaux pour Agadir. 17 000 bateaux pour l'Indonésie. Vous avez des chantiers navals? Vous souhaitez qu'il y ait un futur? Vous souhaitez concurrencer contre les bateaux de pêche de la Chine qui se vendent pour 600 000 euros, mais qui ont un point d'équilibre seulement après 8 ans. Le point d'équilibre de ce bateau est sur 3 ans, parce qu'on fait tout le processus de la pêche sur le bateau, et le bateau arrive avec un conteneur prêt pour s'en aller. J'aimerais bien vous dire que nous avons un problème. Il y a pas mal de technologies à résoudre dans ce système. Quand même, nous avons un décalage d'1 million d'ans sur les dauphins, alors il faut quand même nous donner un peu de temps pour nous régler, nous arranger. Mais notre plus grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une technologie échographique qui nous permet de travailler sur un rythme de 10 000 poissons par heure. Nous sommes à 50 poissons, parce que la machine n'est pas faite pour être vite. Ah oui, parce que madame s'assoit, on parle un peu, on regarde, bon, ben, on dit au revoir, on fait la facture, et alors la prochaine entre. Je comprends. Et comme il y a un message connu de nos hommes politiques, il n'y a pas de grand futur dans la pêche. On est en train de survivre. Il n'y a pas d'investissement dans les technologies. Mais nous n'investissons pas dans les technologies, nous sommes en train de regrouper les technologies. Les ailes sont très importantes, sont basées sur les dessins de Oracle et de BMW. Vous connaissez l'Americoscope. Alors, ils ont développé des systèmes extraordinaires qu'ils ont mis à la disposition pour la pêche. Passons de la chimie de Chardon. Vous êtes encore avec moi? Ça va? Oui? Ah bon. Non, mais c'est mon plus grand projet en Europe, celui-là. Le chardon. Vous connaissez le chardon? Vous savez qu'en Europe, notre dernier calcul nous indique qu'il y a plus ou moins 4 millions d'hectares de chardon en Europe. Vous savez pourquoi? Comment est-il possible qu'il y ait autant de chardon? Parce que l'Union européenne paye les paysans pour ne rien faire avec leurs terres. Et quand vous ne faites rien avec vos terres, qu'est-ce qui se passe? Le chardon pousse. Alors, ça c'est Porto Torres, Sardaigne. C'est la première industrie pétrochimique de l'Europe sur base du cracker. 1962. Quand vous avez une installation pétrochimique de 1962 et vous êtes obligé de le fermer pour manque de compétitivité, ça vous coûte combien? Dans ce cas-là, le calcul est autour de 1 milliard d'euros. Pour le fermer et pour mettre à la porte 1400 employés. Eh bien, on a repris cette opération. Ah, allez. On y va. Ya.
c'est le chardon. Nous avons converti la première usine pétrochimique de l'Europe de 1962 dans la première grande bioraffinerie avec une matière première chardon. Il ne faut pas le semer, il ne faut pas irriguer. On n'a pas besoin de pesticides ni d'herbicides. On n'a besoin de rien du tout. Il faut seulement inventer une machine pour les récolter. La récolte, c'est tout ce qu'il faut faire. Quel est mon prix de revient pour ma matière première? Nous faisons la concurrence contre la Chine en 6 produits chimiques, y inclut le bioplastique. On fait le bioplastique avec le chardon. Nous faisons les élastomères pour le caoutchouc. Nous fabriquons le lubrifiant. Les capsules aujourd'hui de Lavazza, le café, ce sont des capsules sans aluminium. Ce sont 3 couches différentes de polymères, des polymères de chardon. On fabrique des polymères différents naturels de chardon. Nous avons repris la totalité de l'effectif humain. Le capital humain a été récupéré. Et nous croyons que nous sommes en train de relancer l'économie parce que nos déchets, 20% de notre production, ce sont des déchets, et les déchets, c'est la nourriture pour le bétail, que nous vendons à la moitié du prix du soja, afin que les paysans locaux ont une grande opportunité de repositionner, de concurrencer sur le marché. Et nous avons des enzymes qui viennent des fleurs, que sont des enzymes bactérielles qui nous permettent de faire le fromage de brebis. Nous avons 2000 tonnes des enzymes que nous produisons. À quel prix de revient? 0. Ça, c'est la nouvelle concurrence. Nous créons des plus-values, et c'est pour ça la question qu'on pose est quel est le prix de revient des chardons? Je suis moins cher que le shale gas, le gaz de schiste. Beaucoup moins cher. Pour moi, ça ne vaut pas la peine même de le discuter. Et s'il y a 4 millions de tonnes, 4 millions d'hectares disponibles, ça veut dire que nous avons plus ou moins 34 millions de tonnes de chardon disponibles. Vous faites l'affaire, mais vous avez quand même aussi un grand volume de déchets de votre transformation de votre agriculture, des produits de votre agriculture. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en tirez aussi 3 700 € par tonne, comme nous, parce que c'est ce qu'on fait. Et ma demande est à vous, qu'est-ce que vous faites avec votre grande agriculture qu'on reconnaît, votre grande pêche que vous procédez ici, que je connais? Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces déchets? Si vous ne gagnez pas minimum 1 000, 2 000 € par tonne, vous n'êtes pas concurrentiel. Et vous ne générez pas assez d'emplois. Je vais vous donner un chiffre important pour nous. Une usine a toujours un emploi direct. Et en général, les entreprises aujourd'hui présentent l'emploi indirect. Et la règle en Europe est plus ou moins pour chaque entreprise, pour chaque emploi dans une usine, il y a 4 emplois indirects. L'économie bleue nous permet d'augmenter ce ratio 1 à 4 à 1 à 60. Vous auriez besoin de milliers d'immigrés, hein? Vous allez demander à la France de s'il vous plaît, envoyez-nous encore quelques dizaines de milliers d'immigrés parce que notre économie ne sait pas suivre. C'est-à-dire que je crois ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les projets que nous lançons sont des projets de création d'emplois, mais il y a une plus-value qui est générée. Si vous avez des plus-values, vous êtes concurrentiel. Le problème, c'est aujourd'hui, la grande majorité des entreprises ne souhaitent plus avoir effectif. Le succès d'une entreprise dans son annonce à la bourse, c'est qu'on a viré des milliers d'employés. Et alors la cote en bourse en hausse quand vous virez des employés. Quel système économique est-ce?
Ce n'est pas les miens. Mais nous avons réussi. Mais alors je vous pose la deuxième question. Quel est le prix pour une usine pétrochimique fermée? On vous paye pour le recevoir. Et c'est la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est qu'il y a des déchets qui existent, il y a des installations qui existent, que dans l'économie traditionnelle n'ont pas de futur. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut le transformer en archéologie industrielle. Mais l'archéologie industrielle, ça vous rapporte combien en emploi, en valeur ajoutée? Mais rien du tout. Vous payerez plus d'impôts pour pouvoir l'avoir. Et je crois que c'est cette mentalité que nous devrons changer. Aujourd'hui, je suis le président de cette entreprise. J'ai une petite responsabilité. Comme président, on ne sait pas beaucoup de ce qui se passe dans l'entreprise, mais quand même, je suis le président de l'entreprise. Je crois que cette logique, nous l'appliquons, nous l'avons déjà appliquée en Italie sur 6 sites pétrochimiques. Ça veut dire que notre entreprise est en train de finir avec l'époque, l'ère du pétrole. Et on le fait en quoi? Pas en travaillant, pas en travailler. On ne travaille pas avec le négatif. On utilise ce qu'il y a localement disponible pour en faire des plus-values. C'est la logique de l'économie bleue, du glass economy. C'est que vous travaillez avec ce que vous avez. C'est quand même modeste, c'est l'humilité, mais vous travaillez avec ce que vous avez. Et si c'est vrai que vous avez les entrepreneurs et les génies et les technologies, etc., mais alors vous créez des plus-values et vous êtes capable de le faire. L'Italie est le premier pays dans le monde entier qui a fermé tous ses crackers. Il n'y a plus de crackers pétrochimiques en Italie parce que nous avons substitué les anciens crackers en bioraffinage grâce à l'agriculture locale. Je demande si je vous visiterai d'ici 10 ans, si vous avez au moins la moitié de votre emploi dans la biochimie, au moins la moitié, que la Chambre de commerce de l'industrie, et je dirais industrie, capital, est une industrie qui est basée sur cette incroyable force écologique que vous avez et de la mer et de votre terre. Vous l'avez, mais c'est à vous de le transformer. Et les erreurs du passé, je vous donne cette photo, une photo de l'Afrique du Sud. Ce sont les déchets des anciennes mines d'or en Afrique du Sud. Et oui, c'est vrai, nous fabriquons de papier-pierre avec ça. Nous sommes déjà sur une capacité de production d'1 million de tonnes. Alors, c'est plus une petite usine assise à gauche. Nous avons dépassé la vente d'1 milliard d'euros papier-pierre. Et le gouvernement chinois a décidé, comme papier-pierre n'a pas besoin ni de cellulose ni d'eau, et que le papier est recyclable pour toujours. Parce que ce sont des minéraux. Si vous avez des fibres cellulose, mais vous pouvez recycler 3-4 fois, mais pas plus. Ça, c'est une autre économie. Et cette économie, c'est la première usine qui fut ouverte en Chine il y a 3 ans. Il y a 3 ans, 120 000 tonnes. Aujourd'hui, 1 million de tonnes. Le gouvernement chinois a décidé de passer à 25 millions de tonnes papier-pierre. Pourquoi? 1, parce que la Chine n'a pas d'eau. 2, parce qu'on souhaite que les déchets du passé des mines soient quand même finalement utilisés pour créer des plus-values. C'est l'opportunité qui se présente. Et ce sont des opportunités qui nous ont amenés à repenser les machines pour production de papier. Alors vous savez très bien le cascade. Si vous avez une matière première, combien est-ce que vous devez payer pour une matière première qui sont les déchets des mines? On vous paye pour les recevoir. Alors le papier pierre est la moitié du prix du papier cellulose. C'est facile de concurrencer. Et on n'utilise pas d'eau. Et si vous n'utilisez pas d'eau, vous n'êtes pas obligé de bomber l'eau, parce que normalement, pour 1 tonne de papier,
vous avez besoin de 60 tonnes d'eau. Alors vous éliminez ça, vous faites le calcul avec moi, avec 25 millions de tonnes. 25 millions de tonnes de papier pierre, vous éliminez des milliards de litres de tonnes d'eau. Et vous éliminez des gigawatts d'énergie. C'est l'innovation. Mais ce qui est important, c'est que le capital pour ce projet vient d'où? Des mines. Les mines ont une responsabilité. Mais une mine qui pensait que sur son bilan, les anciens collines de déchets, les terrils, je crois que ça s'appelle, non? Les terrils, dans leur bilan, sont cotés à combien? À zéro. Ça vaut rien, ça leur coûte d'argent. Et si nous sommes capables d'en tirer $300 par tonne, 300 € par tonne, qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise? L'entreprise est recapitalisée. Et quand on recapitalise une entreprise, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des financiers. Et comment vous le faites? En produisant de papier. Il y a maintenant une décision très importante qui doit être prise dans la tête de l'entrepreneur et de la gestion de cette entreprise. Et c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les MBA, ni à l'INSEAD. On n'enseigne pas aux MBA qu'il faut terminer de penser en core business. Parce que si je suis une mine et je dis je ne suis pas dans le secteur papier, alors vous perdez $300 par tonne. Vos actionnaires seront d'accord? Quand Nestlé, vous connaissez la petite entreprise suisse, non, du café, ouais? Ils ont 3 millions de tonnes de déchets de café. Quand ils me disent, après une présentation de ma part auprès du conseil d'administration, ils me font savoir que, professeur Poli, merveilleux, hein, cette présentation, elle est merveilleuse, c'est fascinant. Mais vous savez, professeur Poli, nous ne sommes pas dans le négoce des champignons. Et professeur Poli, je crois que votre idée pour le textile est extraordinaire, mais Nestlé n'est pas dans le textile. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas dans le textile. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Le standard de l'industrie aujourd'hui est que tous les déchets de café est brûlé pour récupérer un peu d'énergie, pour pouvoir faire un rapport à COP21, pour dire que nous sommes en train de réduire notre consommation de gasoil dans nos usines. Nous brûlons le café. Et moi, je dis, mais avec les 3 millions de tonnes, vous aurez pu quand même produire 3 millions de tonnes de champignons pour soulager un peu le problème de protéines dans le monde. Et vous auriez pu générer quand même 600 000 emplois. Où est la responsabilité sociale de l'entreprise? Où est-ce qu'elle est? Ce n'est pas seulement ce comme dit notre ami Piketty, les riches sont plus riches, les pauvres plus pauvres. Non, 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 non. Les riches n'utilisent pas les opportunités qui se présentent pour soulager la pauvreté, pour éliminer la pauvreté. Et c'est ça ce qui est quand même inacceptable. Et après cette conférence, vous n'êtes plus ignorant, vous le savez. Alors vous avez responsabilité. Nous sommes dans le Orinoco. Orinoco entre Colombie et Venezuela. Vous avez des terrains qui ont été détruits par les Espagnols il y a 250 ans. Oui, ils voulaient l'introduire le bétail, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, ce qui nous reste, c'est 6 millions d'hectares de savane où rien, mais absolument rien, pousse. Ce sont des zones où nous avons décidé en 1984 de régénérer le forêt tropicale. Il est évident, on nous a déclaré fous. On m'a posé la question typique, professeur Poli, peut-être vous êtes professeur, mais vous n'êtes pas agronome, vous n'êtes pas ingénieur forestal, parce que nous savons que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le forêt est là. On a régénéré déjà 8000 hectares et la biodiversité est passée de 17 espèces
à 256 espèces. Nous avons trouvé une technologie avec la mycorhize qui aujourd'hui est une technologie acceptée mondialement. C'est une technologie simple qui nous permet de faire pousser des sapins tropicaux, et les sapins nous donnent du raisin. Et nous avons une usine locale pour extraire la colophone pour le secteur papier. Nous faisons l'extraction du trémentine, c'est correct? Térébenthine, voilà. Le térébenthine, on l'utilise comme combustible pour tous nos tracteurs et pour tous nos motos. C'est Paolo Lugari, l'homme qui l'a géré depuis 26 ans. La fabrication est tout faite locale. Mais si vous avez une forêt dans une région où il n'y avait pas de forêt, un des produits que vous générez, c'est l'eau potable. Et nous avons décidé, comme c'est la forêt qui nous le donne, nous donnons 3 litres d'eau potable embouteillée gratuitement à toute la population locale. Et on a décidé que tous les enfants dans la région reçoivent à 16 ans une bicyclette. Pas une bicyclette électrique, une bicyclette. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui boit tous les jours 3 litres d'eau et qui se balade avec bicyclette 10, 20 km par jour? L'enfant est un enfant sain. Nous avions construit un hôpital. Nous étions obligés de fermer l'hôpital par manque de patients. Nous avons seulement 2 patients par an. Quel est votre désir pour une grande qualité de vie? Vous souhaitez calculer votre développement grâce au nombre de lits dans vos hôpitaux, ou vous souhaitez mesurer comme nous que la qualité de la vie se mesure avec les hôpitaux que vous avez pu fermer parce qu'il n'y avait pas de patients? Nous sommes ambitieux. Nous emmerdons des gens. Nous compliquons la vie. On fait penser des gens. On fait vous sentir de temps en temps mal à l'aise. Mais ce qui est très important, c'est que si moi je ne suis pas capable de vous faire sentir mal à l'aise, je ne vais pas faire mon devoir. Nous avons besoin des gens qui vont au-delà de ce que nous savons, de nous déranger. Et oui, c'est vrai, quand on me dit que je suis un fou, je le prends comme un honneur, parce que je suis fou. Mais si nous enseignerons seulement tout ce que nous savons, nos enfants et notre société ne fera jamais mieux dans un futur. Et c'est la raison pour laquelle j'écris des fables pour les enfants. Vous savez, les enfants ne font pas une distinction entre fantaisie, vision et réalité. Pour un enfant de 5-6 ans, tout est réalité. Et l'éducation les enseigne de faire la grande différence entre la vision, la fantaisie et la réalité. Moi, je crois qu'il faut réveiller de nouveau l'enfant en nous. L'enfant en nous qui est prêt d'être entrepreneur, qui est prêt de changer et qui va changer les choses avec des fantaisies qui sont des réalités. J'ai 365 fables comme mon objectif. J'ai 210 fables prêts. Si vous voulez un jour, en passons quelques soirées ensemble pour vous présenter mes fables. Peut-être pas ce soir. Je suis content et je suis très fier et honoré de pouvoir vous dire que le gouvernement chinois a décidé que tous mes fables doivent être à la portée de tous les enfants chinois. C'est pas mal.
C'est-à-dire que la Chine reconnaît que son système éducatif ne répond pas aux besoins d'une société de futur. Et la Chine demande que je fais l'exposé, mais pas en chinois, s'il vous plaît. Pour conclure, et je sais que j'ai dépassé mon temps, pour conclure, avec les fables, nous avons la grande opportunité de fixer des objectifs dans la tête des enfants, des objectifs de vie. Et les enfants, grâce au fait que quand ils parlent avec leurs parents, que leurs parents ne croient pas que c'est possible dont parlent les enfants, parce que c'est fantaisie pour les parents et réalité pour les enfants. Et grâce à ce processus de débat entre parents et enfants, les enfants définissent une stratégie. D'ici 20 ans, quand je suis grand, et je suis aussi ingénieur, moi, je vais le faire. Alors, ils auront 26 ans. Une société où les enfants pensent qu'ils sont capables de le faire est une société avec un grand futur. Si les enfants seulement sont capables de jouer avec un iPad, c'est une société qui n'a pas de futur. Pas de futur. Mais ce qu'il faut faire pour le réaliser, c'est d'inspirer les enfants. Je crois que tout le monde ici dans cette salle, s'il y a une chose que je demande de faire, l'action que je demande, c'est que vous racontez des histoires aux enfants. Du fou belge qui est venu du Vietnam pour vous parler de papier-pierre et qui ne veut plus tuer les femelles avec les œufs. Mais je crois qu'il est important de raconter les histoires. C'est la seule manière que l'humanité a pu insérer et les sciences, et les émotions, et les arts, et les passions, mais aussi sa responsabilité pour créer un monde meilleur. Avec les mots de Nelson Mandela, « It always seems possible until it's done ». Je crois que c'est vrai. Nous croyons trop souvent que tout est impossible jusqu'au moment que nous donnons. Ah, c'est pas pour moi, j'espère. Nelson Mandela. Merci, Brass. Une nouvelle économie est possible, ici et maintenant. L'économie circulaire, et si vous vous y mettiez ?